Bonjour les amis, est-ce la fin du roi dollar? C'est la question que vous avez été nombreuses et nombreux à me poser. Euh, alors, récemment, on a eu l'euro qui a flambé, qui a quasiment touché les 1,20. Il était au-dessus des 1,19 pendant plusieurs jours. Et on voit effectivement ici, voilà, le graphique de l'euro en daily qui est tout simplement incroyable, hein, avec un euro. Alors là, c'était un graphe que j'ai pris il y a plus d'une semaine. On était à 1,16, mais on est allé taper les 1,19. Et vous voyez ici, configuration technique qui est tout simplement géniale. Mais sur un plan weekly, ça a donné ça. Regardez, très, très, très gros niveau qui a été cassé depuis avril 2018. Vous voyez ici, on a eu effectivement cette forte baisse de l'euro et puis une grosse zone de consolidation. La cassure, elle était tout simplement géniale. Maintenant, c'est pas encore fini parce que beaucoup de personnes effectivement se désengagent du dollar. Et on voit ici l'or qui réalise un plus haut historique avec la cassure effectivement des niveaux qu'il avait tapés en 2011-2012. 2011 plus précisément, vous voyez ici, ça c'était le sommet réalisé par l'or. Donc on voit que le dollar, il faiblit contre des matières premières, mais également contre les autres devises. Le Bitcoin également a progressé. Alors la progression, elle n'est pas géniale, mais il a néanmoins progressé. Donc, la question que vous devez vous poser, que vous allez sans doute me poser, c'est Tammy, est-ce que finalement le dollar, il est mort? Est-ce que le dollar, il est cuit? Donc, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo rapidement et de manière efficace. Alors, tout d'abord, il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas oublier qu'on parlait de Frexit. On disait l'euro va s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi finalement l'euro rebondit alors que beaucoup disent que la situation en Europe est pire que celle aux États-Unis? Est-ce que ce rebond veut dire qu'on a échappé au pire? Est-ce que les marchés sont devenus fous? Alors ici, il faut savoir qu'au-delà de la dimension technique, et vous avez vu sur un plan technique, pour ceux qui ont lu mes bouquins, qui ont suivi mes formations, sur un plan technique, il y avait une divergence haussière, il y avait la cassure de gros niveaux, donc la configuration était vraiment géniale. Mais au-delà de l'aspect technique, il y a également des données fondamentales. C'est-à-dire que les investisseurs sont rassurés sur l'avenir de l'Europe, du moins à court terme. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de, ça y est, l'Europe est cassée, l'Europe est détruite, il y a l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, etc. L'euro est bientôt mort et on va bien évidemment assister au Frexit, c'est-à-dire à la sortie de la France de la zone euro. Et avec l'accord Macron-Merkel, hein, ce plan de relance, c'est-à-dire qu'ils vont injecter de l'argent dans l'économie, qui vont soutenir les économies, même les économies faibles. Donc il y a un accord historique qui a été effectivement obtenu après 4 journées d'intenses négociations et ça donne l'image d'une Europe plus unie. Dans cet accord, on a la création d'un marché obligataire commun avec plus de 700 milliards d'euros de titres de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va émettre des obligations pour tous les pays. Alors, c'est quoi une obligation? C'est de la dette, d'accord? Donc, un pays va émettre de la dette à travers des obligations. Donc, ils vont aller sur les marchés boursiers, ils vont dire, OK, voilà une partie de ma dette et je vais le faire par le biais des marchés des obligations. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, les marchés étaient plutôt locaux, c'est-à-dire la France va le faire pour la France, le Trésor français va le faire pour le Trésor français, pour l'État français, l'Allemagne pour l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais là, il y a cette union européenne avec des titres qui sont émis au nom de l'Union européenne. On a 390 milliards de subventions directes aux États après un emprunt commun. Et c'est, on peut le dire, une révolution. Bien évidemment, il y a eu énormément de tractations, il y a eu des concessions qui ont été faites à ce que l'on appelle les pays du Nord, notamment les Pays-Bas. Mais toujours est-il qu'il y a eu un accord, donc on a sauvé la mise. Maintenant, est-ce que l'euro est monté réellement parce que tout va bien en Europe ou l'euro est monté parce que justement le dollar s'est effondré? Et si le dollar s'est effondré, parce que c'est finalement la vraie explication, pourquoi le dollar a baissé? Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, on parle de valeur refuge, hein. Il faut savoir que le dollar, ça a toujours été une valeur refuge. Quand il y a eu des crises dans le passé, on a eu ce que l'on appelle le phénomène de flight to
quality, c'est-à-dire le vol vers la qualité, à savoir les États-Unis. Et avec, bien évidemment, voilà, la puissance des États-Unis, la première puissance économique, militaire et compagnie, bah, le dollar, il y a toujours une prime à la sécurité et le dollar, selon pas mal d'économistes, était surévalué par rapport aux fondamentaux de l'économie américaine. Néanmoins, aujourd'hui, bah, il y a une gestion chaotique de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous avez vu Sharon Stone récemment qui disait voilà, que des personnes de sa famille étaient décédées. Et il y a beaucoup de mécontentement à l'égard de Trump. Et puis, bien évidemment, il y a le conflit avec la Chine. Donc, mauvaise gestion de la part de Trump, même si je sais qu'il y a des fans addicts. Mais bon, Trump a un petit peu été trop sûr de lui. Je me souviens encore du début où il disait « Oh, c'est qu'une petite grippette, c'est pas méchant, etc. » Et puis, il n'a pas pris les choses sérieusement. Et puis ensuite, on a vu que bah, c'était quand même assez grave. Alors, bien sûr, les fans de Trump vont toujours l'excuser, mais toujours est-il qu'il n'a pas bien géré le début de la crise. Autre point important, les taux d'intérêt. Alors, pourquoi les taux d'intérêt, c'est clé? Il faut savoir une chose, c'est que l'argent évolue vers la rentabilité, c'est-à-dire l'argent cherche un rendement. Donc, si par exemple les taux d'intérêt en Europe sont inférieurs aux taux d'intérêt aux États-Unis, eh bien, l'argent va aller vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont supérieurs. Mais quand les taux d'intérêt aux États-Unis baissent fortement, ben l'argent, on va l'investir là où c'est le plus rentable. Et justement, les États-Unis ont fortement baissé des taux. Et d'ailleurs, les taux américains à 2 ans sont inférieurs à ceux de l'Allemagne. On en revient sur ce raisonnement, c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt baissent, on va vers placer son argent là où c'est le plus rentable. Et en l'occurrence, bah, les taux d'intérêt aux États-Unis sont inférieurs à ceux de l'Allemagne pour la première fois depuis 2015. Et donc aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à 0%. Et voilà, c'est très très faible et c'est surtout négatif puisqu'il y a quand même de l'inflation. Et puis le dernier point, il y a également ce que l'on appelle les tensions, enfin ce qu'on appelle les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Et donc peut-être que ces pays comme la Chine, la Russie, le Japon, etc. D'ailleurs, le Japon, la Banque centrale japonaise a parlé de prudence par rapport aux États-Unis, qu'il fallait moins investir aux États-Unis parce que ça commençait à devenir excessif. La dette américaine est excessive. Ici, on va revenir sur finalement les gros détenteurs de la dette américaine. On le voit ici, le Japon, avec 1,1260 milliards de dollars. La Chine, 1080 milliards de dollars. La Suisse, 243 milliards de dollars. Vous voyez, la Suisse, c'est vraiment hyper intéressant. Hong Kong, le Luxembourg, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Luxembourg détient énormément de la dette américaine. Le Brésil, l'Irlande et bien évidemment le Royaume-Uni. Donc ça, ce sont les gros détenteurs. Mais la Chine se place en deuxième position. Donc, il possède 1100 milliards de dollars en bons du Trésor américain. C'est donc le deuxième investisseur après le Japon. Et ça représente plus de 21% de la dette américaine qui est détenue à l'étranger et environ 7,2% de la dette totale des États-Unis. Donc, si la Chine commence à retirer son argent, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur le dollar et donc ça peut faire baisser le dollar. Donc, la question que vous allez vous poser, que vous allez sans doute me poser, c'est ami, est-ce que le dollar sera encore une valeur refuge à l'avenir? Moi, j'ai envie de vous répondre que oui. Pourquoi? Parce que pour le moment, les Américains sont toujours indétrônables. Regardez, ça, ce sont ce que l'on appelle les réserves, les réserves de change des banques centrales. C'est-à-dire que chaque banque centrale possède plusieurs monnaies, d'accord, dans ses caisses. Et en l'occurrence, on voit le dollar. Et le dollar, c'est 62%. D'accord? L'euro, ça doit être 20%. Vous voyez, c'est ça l'euro. Et puis, vous avez les dollars australiens, dollars canadiens, etc., etc. Mais en fait, les deux plus gros, c'est l'euro et les États-Unis. Et le dollar, pardon. Mais le dollar, ça reste le numéro 1. Donc, pour le moment, le dollar, c'est la monnaie qui représente le plus gros des réserves de change des banques centrales. Mais autre point important,
le dollar, il est présent dans 88% des transactions sur les devises. C'est-à-dire que le dollar, par exemple, tu vas acheter de l'or, bah, ça va être en dollars. Tu vas acheter du pétrole, c'est en dollars. Tu vas acheter du blé, c'est en dollars. Il est dans 88% des transactions sur les devises. Alors, bien évidemment, peut-être que ça peut évoluer à l'avenir, mais ça ne va pas se faire en 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça va se faire en 10 ans, 20 ans, si évolution il y a. Donc, pour le moment, le dollar reste indétrônable. Maintenant, on le voit, le gros danger aujourd'hui, c'est ça. C'est que ça, c'est le bilan de la Réserve fédérale. C'est combien la Réserve fédérale a injecté. Vous voyez ici, on est en 2008, crise des subprimes. On passe de moins de 1000 milliards à 2000 milliards. OK. Ensuite, là, il y a eu la décennie 2010. Et durant cette décennie, on le sait, hein, les États-Unis, mais également l'Europe ont fortement baissé les taux d'intérêt. Donc, on a eu une augmentation de la dette et également une augmentation du bilan de la Réserve fédérale et de la BCE. Mais là, avec le coronavirus, on est passé de moins de 5 milliards à pas loin des 7 milliards. Et donc, c'est quoi le risque? C'est que beaucoup de gens se disent, est-ce que le dollar va garder sa valeur? Est-ce que le dollar ne va pas se déprécier? Est-ce que le dollar, finalement, ne vaudra plus rien à l'avenir? Alors, bien sûr, ce n'est pas un phénomène qui se fait du jour au lendemain. Le dollar reste puissant, l'économie américaine reste puissante, les institutions. Parce que avoir un phénomène d'hyperinflation, ça peut arriver, ce n'est pas impossible, ça prend du temps. Mais pour le moment, les États-Unis restent costauds, etc. Maintenant, il y a quand même des signaux négatifs. Et donc, ces signaux négatifs, s'ils sont effectivement aggravés, c'est-à-dire que si la crise continue, si on continue de mettre de l'argent, etc., c'est là où ça risque de déraper et c'est là où on risque d'avoir une forte inflation. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le dollar ne vaudra plus rien, que l'or va exploser à la hausse, etc. Est-ce que vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur Warren Buffett et le fait que Warren Buffett a acheté de l'or récemment pour la première fois, alors que Warren Buffett est anti-or. Il considère que ça ne rapporte rien. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.